Bonjour. Nous allons donc voir maintenant l'évaluation pré-ECT, le bilan pré-ECT qui est au service de l'évaluation ECT et la préparation du patient. Cette étape de l'évaluation pré-ECT est extrêmement importante et parfois tous ces aspects ne sont pas suffisamment pris en compte et on se précipite trop vite à faire un bilan sans avoir réfléchi à toutes les étapes à évaluer. En effet, on doit être clair sur les deux objectifs de cette évaluation pré-ECT qui sont de recueillir l'ensemble des informations et des données qui vont permettre de prendre une décision quant à la mise en place d'un traitement par ECT. Cela inclut la détermination d'une indication, l'évaluation du risque et le recueil de l'avis du patient, chacune de ces étapes devant être faites dans l'ordre indiqué, puisque c'est cela qui permettra de prendre la décision finale de façon la plus appropriée. La détermination d'une indication, elle pose sur un diagnostic de pathologie qui s'appuie sur une symptomatologie, ce qui implique à minima un examen psychiatrique complet. C'est parfois évident, mais c'est parfois à discuter. Et là, on a besoin à la fois de l'avis du psychiatre traitant du patient, celui qui a l'habitude de connaître le patient, mais aussi d'un psychiatre spécialiste de l'ECT, quand le psychiatre du patient n'est pas lui-même un spécialiste de l'ECT. Il est très important que l'ensemble des patients susceptibles de bénéficier d'un traitement par ECT puissent avoir cette indication portée par tout psychiatre et pas que par des psychiatres spécialistes de l'ECT. Ensuite, une fois qu'on a une indication, qu'on a résolu ce problème, et je vais vite puisque tous ces points vont être revus ultérieurement au cours de cette journée, de tout cet enseignement étalé sur l'année, il faut évaluer le risque. Et là, il y a plusieurs aspects. Là aussi, toutes les étapes ne sont pas toujours bien prises en compte. Il y a le risque lié à l'ECT, ce qui inclut l'anesthésie en tant que telle, pour lequel l'état somatique général va être très important à évaluer, et pour ça, il faut un examen médical complet avec tous les antécédents. Il est parfois nécessaire, et ça, ce point est très délicat, parfois nécessaire d'avoir des avis de différents spécialistes, cardiologues, pneumologues, médecins internistes, spécialistes de maladies endocriniennes. Mais là, il faut faire très attention de ne pas se tromper sur l'avis qui est demandé. Il ne faut pas leur demander un avis quant à l'indication de l'ECT, car la plupart du temps, ces spécialistes somatiques n'ont pas de connaissances sur ce qu'est l'ECT. Par contre, il faut leur demander sur l'état médical et la stabilité du patient par rapport à leur spécialité. Et là, ils savent répondre, ils vont pouvoir vous donner des indications utiles. Ensuite, il y a besoin d'un avis du spécialiste, d'un anesthésiste spécialisé dans l'ECT, car c'est un anesthésiste, non pas un anesthésiste généraliste, mais un anesthésiste spécialisé et expérimenté dans l'ECT, qui va pouvoir faire l'évaluation finale du risque anesthésique. Ensuite, il y a le risque lié à la charge électrique. Dans le risque lié à l'ECT, il y a l'anesthésie qui fait intégralement partie de l'ECT, et il y a la charge électrique utilisée et sa modalité d'application, c'est-à-dire l'emplacement des électrodes. Et enfin, il y a un autre aspect qui doit être très positivement examiné comme le risque lié à l'ECT, qui est le risque lié à l'absence de CT. Et pour ça, il faut rechercher les alternatives et évaluer leurs conséquences. Voilà, si on ne fait pas de CT pour cette personne, quelle va être la stratégie thérapeutique? Qu'est-ce qu'on attend et quels sont les risques liés à cette stratégie? Et parfois, c'est en examinant les risques liés à l'absence de CT que tout à coup, il apparaît clairement que le risque lié à l'ECT qui existe et qui est réel, notamment dans des conditions où l'état somatique du patient est parfois en jeu, que l'absence de CT est plus grave que la prise du risque lié à l'ECT.
Enfin, dans cette procédure d'évaluation pré-ECT, le recueil de l'avis du patient va pouvoir être possible une fois qu'on a trouvé qu'il y avait une indication et qu'on a estimé que les risques rendaient possible de faire le CT. Pour ça, c'est une étape aussi qui doit être faite avec beaucoup d'intention. Il est très important de prendre le temps d'informer les personnes d'abord avant de recueillir leur avis. Il y a en effet beaucoup de malentendus sur ce qu'est le CT encore aujourd'hui, bien que ce soit beaucoup moins qu'il y a 10, 15 ou 20 ans, mais il reste des malentendus. Et donc, pour ça, il faut prendre le temps nécessaire. Souvent, c'est vrai que le CT est indiqué avec une certaine urgence, mais il faut quand même prendre le temps. Voilà, il faut montrer au patient et à sa famille qu'on a le temps, on a des minutes, des heures, quelques jours pour prendre un temps de réflexion. Pour ça, il faut aussi s'appuyer, quand c'est indiqué et possible, sur l'entourage, à la fois l'entourage amical et personnel du patient, mais aussi sur son entourage médical. Et il faut accepter de justifier cette offre thérapeutique particulière. En effet, l'un de vos prédécesseurs, dans son mémoire, donc en 1999, M. Berned, avait fait une enquête, un sondage dans un centre commercial où il avait interrogé plus de 300 personnes et ce qui ressortait de façon très surprenante, c'est que 90% des personnes interrogées pensaient que le CT était une punition et pas un traitement. Et ensuite, là, il y avait environ la moitié qui estimait que la punition était parfois nécessaire pour ce type de patient difficile et une moitié qui estimait qu'une punition n'était jamais concevable. Mais ce qui était le plus frappant, c'est que même les personnes favorables à l'ECT ne le considéraient pas vraiment comme un traitement. Donc, il y a de fortes chances que le patient qu'on rencontre ne soit pas très clair sur ce qu'est l'ECT. Il faut prendre ce temps d'information et de lever des malentendus. Une fois que l'on a tous ces éléments, une indication, les risques, l'information du patient, le temps pris et son accord, à ce moment-là, on peut prendre une décision finale quant à la mise en place de l'ECT. Mais il faut bien faire attention que cette décision finale, elle est faite à un moment donné. L'évaluation du risque, l'indication, il est valide à un moment donné et donc il faut savoir le réviser, alors non pas toutes les secondes, toutes les minutes, tous les jours, mais il faut savoir le réviser sans doute d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, puisque parfois il y a beaucoup d'endroits où éventuellement il y a un délai d'attente avant de pouvoir mettre en place des ECT une fois qu'on l'a décidé, et donc la situation peut avoir changé. De la même façon que si on a décidé à un moment donné que le risque de faire des ECT était trop élevé, eh bien, après un certain temps, après quelques semaines, quelques mois, l'aggravation somatique et psychiatrique du patient peut faire que le risque lié à l'ECT devient inférieur au risque de ne pas en faire et donc de réviser les choses, ou inversement. Donc, pensez à réévaluer régulièrement le risque. Quelle est la vocation du bilan pré-ECT? Le bilan pré-ECT, tout simplement, ça consiste à faire ce qui est nécessaire pour pouvoir faire une évaluation pré-ECT. Donc, le bilan, il va collecter des informations pour déterminer une indication, évaluer le risque, recueillir l'avis du patient et prendre la décision finale. Pour cette étape de bilan, il n'y a rien d'obligatoire à prescrire a priori. Ce qui est obligatoire, c'est de pouvoir porter une indication, évaluer le risque, recueillir l'avis du patient et prendre la décision finale. Et c'est dans chaque cas particulier qu'il faut déterminer le bilan qui est nécessaire. Alors, dans la pratique, suivant les situations où vous êtes, vous allez pouvoir avoir des bilans standardisés parce que la plupart de vos patients, dans la situation où vous êtes, vont avoir besoin d'un ECG, d'un EEG, d'un scanner,
et de différents autres examens. Donc, dans beaucoup d'endroits, on a une systématisation du bilan pré-ECT, mais c'est encore une fois adapté à chaque setting, ECT, et ensuite à chaque cas particulier. Une fois qu'on a tous ces éléments, on va pouvoir préparer le patient, une fois que la décision est prise et qu'on passe. Et pour ça, il faut que la personne soit informée. Et il faut penser à rappeler au patient le jour où on fait l'ECT, que c'est le jour où on fait l'ECT. Il faut que le patient soit à jeun. Alors attention, il faut qu'il soit à jeun, non pas dans l'absolu. Il faut qu'il soit à jeun d'environ 6 heures. Donc là aussi, ça dépend comment sont organisés les ECT. Si les ECT ont lieu très tôt le matin, le patient doit être à jeun de la veille. Si au contraire vous êtes organisé pour que les ECT aient lieu à 13 heures ou 14 heures ou midi, en fin de matinée ou début d'après-midi, ce qui existe dans certains endroits, à ce moment-là, le patient peut avoir eu une collation à 5 heures ou 6 heures du matin. Bien entendu, des médicaments nécessaires, notamment ceux pour l'état somatique, peuvent avoir été pris dans une petite gorgée d'eau. C'est très important que la vessie soit vide. La vessie soit vide, là aussi, pas depuis le matin à 6 heures, si le CT a lieu à 14 heures, mais que la vessie soit vide au moment où on va faire le CT. Donc, il faut penser à rappeler au patient qui a pu attendre 1 heure, 2 heures, s'il y a eu un retard ou qui a été préparé bien à l'avance, est-ce que sa vessie est vide? Et éventuellement lui demander, avant qu'il soit allongé sur le lit de l'ECT avec des perfusions et des électrodes installées, pour qu'il puisse aller aux toilettes d'une façon plus efficiente. Vérifier les dentiers et prothèses buccales, puisque c'est une source potentielle d'accidents et de dommages. Installer une voie veineuse. Parfois, c'est un obstacle, enfin, généralement, la voie veineuse s'installe pour chaque session, mais chez des patients difficiles à appliquer, il peut être utile d'installer une chambre, une voie veineuse permanente qu'on garde pendant les quelques semaines de CT.